C'est à chaque fois le même constat d'étude en étude. Les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes, elles occupent moins de postes à responsabilité. Et on le voit avec la crise sanitaire, les congés dits Corona ont été réclamés à 70% par des femmes. Le constat est d'ailleurs implacable dans le secteur public comme dans le secteur privé. Pourquoi ne parvient-on pas à atteindre cette égalité hommes et femmes dans le milieu du travail? Que peut-on faire concrètement? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et avec moi, comme chaque semaine, 4 invités aux avis bien sentis et complémentaires. Isabella Lenarduzzi, vous êtes entrepreneuse et vous avez siégé dans beaucoup de conseils d'administration et d'entreprise. On a évidemment envie d'avoir votre avis. Fatima Zibou, vous êtes politologue de formation et en charge d'Actiris Inclusive, service anti-discrimination chez Actiris. On va parler emploi public et donc de politique avec nous. Vincent De Wolf, vous êtes bourgmestre d'Etterbeek et député bruxellois MR. Et Margot Deré, vous êtes députée bruxelloise écolo et présidente de la toute nouvelle commission qui se penche notamment sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ce qui nous a donné envie de faire ce débat cette semaine, eh bien, c'est un constat, celui d'une sous-représentation très marquée des femmes dans la fonction publique bruxelloise. Au plus haut niveau, elles sont d'ailleurs à peu près inexistantes. Petit chiffre et un rappel. L'administration bruxelloise compte aujourd'hui 62 cadres. Quand on y regarde de plus près, on constate que ceux-ci sont majoritairement des hommes, 34 messieurs pour 28 femmes. C'est une première différence. Et si l'on monte en grade, c'est encore plus masculin. Au niveau de rang A5, 3 femmes seulement pour 9 agents. Et au sommet de l'administration, pour les postes appelés A6 et A7, aucune femme. Selon l'Institut pour l'égalité hommes-femmes, en Belgique, seulement 35% des fonctions dirigeantes sont exercées par des femmes. Et sur le plan salarial, lorsqu'une femme est fonctionnaire, elle gagne en moyenne 17,5% de moins qu'un homme. Ouais. Constat implacable, Margot Deré. À part constater, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est sur la table du gouvernement que vous soutenez au Parlement? Il y a des mesures concrètes pour féminiser enfin la fonction publique, que les femmes aient autant de chances que les hommes d'accéder, pourquoi pas, aux plus hautes fonctions? Mais il y a en tout cas tout un chantier qui est très utile et qui concerne vraiment l'étude finalement. Et donc là, c'est très bien, on voit qu'on commence à avoir des vrais chiffres avec vraiment des analyses qui sont faites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça évolue? Et donc, capitaliser sur ces chiffres et se dire, mais maintenant, où sont vraiment les problèmes? Là, par exemple, on voit que c'est vraiment le top des managements qui sont en fait très peu paritaires. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir, par exemple, s'engager à avoir des quotas, par exemple, paritaires, à avoir des façons de recruter aussi et d'appeler des talents en ayant une approche qui prend en considération le fait que peut-être des femmes vont moins vouloir se positionner, vouloir répondre à une annonce, une recherche d'emploi. Et donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut agir au niveau de la région. Vincent De Wolf, est-ce que c'est quand même pas quelque part la démonstration que là où les pouvoirs publics ont la main, ils ne font pas ce qu'ils attendent, ce qu'ils réclament, ce qu'ils prônent, notamment pour le secteur privé, c'est-à-dire veiller à une équité entre les hommes et les femmes? 2 observations. D'abord, une qui est privée, mais intéressante pour le débat, je crois. Parce que, mangeant hier soir à la maison, le restaurant étant fermé, je dis à ma femme, tiens, demain j'ai un débat sur ce sujet. Elle me dit, eh bien c'est bien dommage que tu aies ce débat. Ça ne devrait pas avoir lieu ce débat, ça devrait être naturel, ça devrait être paritaire de manière normale. Voilà. Je crois que ce n'est pas une mauvaise façon de percevoir les choses. Et alors, vous m'aviez demandé, avant le débat, d'un peu préparer les chiffres sur Etterbeek. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant ou non. Allons-y, est-ce que vous arrivez dans la commune où vous êtes le patron? Je veux aussi vous entendre sur la région bruxelloise. Hein. Oui, je vais répondre. Mais donc, sur Etterbeek, parce que sinon, si je pourfends la majorité au niveau de la région, ce que je fais depuis longtemps dans l'opposition, et que chez moi je fais pire ou pas mieux, ce n'est pas pertinent. Alors, j'ai des chiffres qui sont objectifs. Et j'ai été surpris moi-même de l'importance de ces chiffres. Donc, si on prend les niveaux A, donc vous savez que dans une commune, il y a un cadre qui définit les niveaux de personnel. Le niveau supérieur, c'est A, de A1 à A8. Et globalement, pour le cadre niveau A, on a 59 personnes, dont 36 femmes. Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de la région, on pourrait faire aussi bien que dans vous le dites top, de faire dans votre commune? Dans le top, au niveau des emplois du top, sur 20 emplois, il y a 15 femmes. Est-ce qu'à la région bruxelloise, on fait ce qu'il faut pour
aider les femmes ou est-ce que vous, de l'opposition, vous estimez qu'on devrait faire mieux? Je dois vous faire d'abord un aveu sur Etterbeek. On a toujours, ça fait 30 ans que je suis là, enfin l'année prochaine ça fera 30 ans, on a toujours fait les trucs comme il faut au niveau de l'accès aux emplois publics. Pas de politisation, des examens, on laisse d'ailleurs les fonctionnaires pour la plupart des fonctions faire des jurys eux-mêmes, choisir eux-mêmes, faire le classement, etc., etc. Et donc, si on est arrivé à cette situation-ci, ça s'est fait naturellement. Donc pour vous, il n'y a pas besoin de quotas. Margot Dury disait on doit penser à des quotas. Je dirais idéalement, il ne faut pas de quotas. Et donc, si on fait des quotas, c'est notre sentiment, alors je parle au niveau de mon parti, c'est que ça doit être un incentive, ça doit être le changement de mentalité, ça doit être provisoire. Et quand alors on y sera à 45-55 et que ce sera un peu vice-versa selon les situations, qu'on arrive à peu près à du 50-50, il ne faudra plus de quotas. Alors, je me tourne vers Fatima Zibou et Isabella Lenarduzzi. Les quotas, vous, comme femme, comme féministe, j'imagine, c'est une idée qui est recevable, comme on aime le dire dans Versus? Écoutez, la loi de 2011 sur les quotas a eu un impact, a eu un effet très concret. C'est-à-dire que pour les entreprises cotées en bourse, pour les organismes publics, il y a une loi en 2011 qui pousse à ce qu'on ait 30% de femmes dans les conseils d'administration. En 10 ans, on a avancé. Aujourd'hui, on est arrivé à ce tiers de femmes dans les conseils d'administration. Il y a 10 ans, c'était moins de 10%. Donc cela montre que ça reste important. Mais il n'y a pas que le quota. Il n'y a pas que le quota. Mais je voudrais juste... parlons pendant un instant des quotas. Madame Lenarduzzi, sur les quotas, vous êtes favorable? C'est un discours qui est audible. Dans le privé aussi, tiens, finalement, de dire on va engager, et ici on veut une femme parce qu'on a dans notre personnel, dans nos cadres, une majorité d'hommes. C'est un discours qui passe. Comment est-ce qu'on se pose encore la question quand on voit les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure? Il y a un chiffre que vous avez oublié de mettre, hein, c'est qu'en fait, dans la totalité des fonctionnaires de la région, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et que dans la région en tant que telle, notre région bruxelloise, on est à majorité des femmes par rapport aux hommes, un petit 51-52%, et nous sommes à 60% des diplômés universitaires. C'est-à-dire que nous sommes plus qualifiés que les hommes, en moyenne, évidemment. Et ça veut dire que dans l'administration bruxelloise, on est plus nombreuses que les hommes. Et par contre, on est beaucoup moins nombreuses au poste de pouvoir. Alors, si personne n'aime les quotas, et en particulier pas les personnes qui sont censées en bénéficier, les quotas, c'est un médicament pour une société malade. Et un médicament, oui, absolument, c'est toujours provisoire. Parce que c'est là pour soigner quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, comme l'a très bien dit Fatima, sans quotas, on n'y arrive pas. Et c'est la preuve. En plus, quand ça vient des pouvoirs publics, il y a 10 ans, on a effectivement fait le premier et le seul quota de genre qui existe jusqu'à présent, en tout cas dans tout ce qui est privé au niveau professionnel entre les femmes et les hommes. Et on a vu que ça avait de l'impact. On va en reparler tout à l'heure, mais on a vu que ça avait de l'impact. Mais ce qui est dingue, c'est que le même quota appliqué à la fonction publique, là par contre, ils sont les premiers à ne pas le respecter. C'est quand même... On ne peut pas donner des règles aux autres si on ne les suit pas soi-même. C'est juste ahurissant. Je retourne vers Margot Dury. Alors, bon, vous avez la tâche difficile d'être de la majorité gouvernementale ici, mais est-ce qu'on peut se permettre de simplement, encore une fois, être dans le constat? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence à faire quelque chose en région bruxelloise? Les chiffres sont implacables et Mme Lenarduzzi vient encore de le souligner. Mais donc, moi, je n'endosse pas le bilan d'une région qui est là depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années même. Et vous faites votre premier mandat au Parlement. Et qui souffre surtout, je pense, aussi d'une sorte de poids du passé. Et que, on le voit par exemple, je vais faire un parallèle, mais avec les questions de numérique et de numérisation de la fonction publique, etc., c'est très difficile. Les administrations aujourd'hui sont des fois un peu réfractaires au changement, à un peu évoluer sur des sujets comme celui-là. Et en fait, avec les questions d'égalité, c'est parfois la même chose. Et ce que vous dites est intéressant parce que vous parlez du fait que, par exemple, le fait d'avoir féminisé à certains moments le top management d'entreprises publiques n'a pas féminisé le reste de la colonne, finalement. Et que dans les cadres intermédiaires, on retrouve ce même problème. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que pouvoir public? On peut soutenir systématiquement des initiatives, que ce soit de l'entrepreneuriat féminin, si on prend de l'emploi privé, que ce soit la féminisation dans les appels, dans la façon qu'on a même de
construire les profils, en fait, et de mettre certaines qualités en avant. Tiens, par exemple, pour un poste de direction, est-ce que si on utilise tel terme, on ne va pas fermer la porte à une série de personnes qui ne s'y retrouvent pas? Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Et à ce niveau, il faut aussi armer, je pense, les administrations, qui parfois sont en effet dans un système depuis très longtemps, et qui ont besoin aussi d'avoir cette expertise et ces nouvelles façons, finalement, d'ouvrir leur poste au plus grand nombre. Moi, je vois des fois comment des débats ont mal tourné parce que, il y a une annonce qui est faite, tout est au masculin, et puis voilà, les réseaux sociaux s'emballent, etc. Et puis finalement, l'administration se dit, mais oui, en fait, on va féminiser nos annonces. Ouf, ça paraît bête, mais en fait, c'est une bonne pratique. Est-ce que, je me tourne vers le bourgmestre Vincent de Wolf, au-delà de votre commune, vous connaissez aussi un peu les communes voisines, les autres communes bruxelloises, est-ce que finalement, les administrations locales accusent le même retard et la même difficulté, le même retard, mais chronique à l'allumage que l'administration régionale, qui, je le répète, est en retard? Alors, je crois qu'au niveau de la région, d'abord, je romps une brèche en votre faveur. Si vous pondez un texte avec des quotas, ne fût-ce que pour une durée de, 5 ou 10 ans, j'en sais rien, pour rééquilibrer les choses, eh bien, nous, on co-signera et on soutiendra. Parce que je pense qu'il faut faire quelque chose. Et sans vous la faire de mon nez, il n'y a pas de raison que dans notre commune moyenne à Bruxelles, sur 20 postes majeurs, il y en a 15 aujourd'hui portés par des femmes, donc c'est possible. Mais on a aussi mené, et je réponds à une question qu'avait posée notre débatteur en chef, qu'est-ce qu'il faut faire? Isabelle disait, oui mais enfin c'est pas normal, il y a plus de femmes que d'hommes et plus de femmes diplômées, c'est vrai. Et moins dans les hautes fonctions. Eh bien, le problème c'est la société qui produit un modèle masculin essentiel par rapport aux femmes. Et donc, nous, mais ce n'était pas mon initiative, c'était celle de l'échevine d'égalité des chances précédente dans ma commune, on avait lancé une formation qui a eu un succès énorme, qui s'appelait Oser. Et on avait offert gratuitement des formations avec une psy, avec une coach, à toutes les femmes qui le souhaitaient, pour oser se présenter, oser déposer un CV, oser postuler, etc. Vous ouvrez une porte. Et ça a donné un résultat énorme, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Elles ont continué jusqu'au bout, beaucoup ont remercié. Et donc, je crois aussi, et je termine, qu'il faut que le pouvoir public en question mette dans son leadership qu'on veut soutenir le leadership féminin. Ça doit changer la mentalité. Je crois que c'est ça l'essentiel. Madame Zibou, les entreprises, elles sont faciles quand il s'agit de les convaincre d'engager des femmes. Est-ce que c'est ce discours-là que Actiris, qui fournit des candidats à l'emploi, parvient à être entendu quand vous proposez une femme plutôt qu'un homme? Est-ce qu'il y a une espèce de discrimination, parfois même presque assumée de la part des entreprises, qui disent mais on voudrait un homme ou on pensait à un homme pour tel poste? Oui, mais moi je pense que la question de la discrimination, là c'est un fait. On ne calcule plus le nombre d'études qui le démontrent. Mais quelle est la réponse que Actiris que peut proposer et qui est acceptée par les entreprises? Donc déjà en tant qu'organisme public, il y a une exemplarité à avoir. Donc ça c'est quand même quelque chose de très très important. Les entreprises privées aussi, de toute façon. Et donc au niveau des entreprises publiques, elles ont une responsabilité sociétale en la matière. Montrer l'exemple dans une région qui est tellement diversifiée. À Actiris, on a l'avantage que 70% des managers sont des femmes. Le comité de direction est composé C'est mieux que dans les administrations, si je puis dire. Tout à fait. Donc là, on peut dire qu'on peut être fier et exemplaire. Et que la moitié du comité de direction est majoritairement composé de femmes. Et donc ça, c'est vraiment une fierté. Et comme organisme au service de l'emploi du marché bruxellois, c'est quand même un signal positif. Mais j'aimerais quand même rajouter le fait que cela ne suffit pas. Et je suis contente qu'on ait ce débat-là parce qu'il faut aussi aller plus loin dans la réflexion. Quid de la question de la diversité? Parce que quand on est une région où les 3/4 de la population est d'origine étrangère, et que quand on est femme et d'origine étrangère, eh bien, il faut bien se rendre compte que c'est encore plus compliqué. Et on parle encore d'écart salarial. Encore maintenant, les chiffres nous l'indiquent, c'est quand même terrible. Et puis, il y a la question du fait qu'il faut tenir compte que quand on est d'origine étrangère, quand on vient d'un milieu populaire, eh bien, c'est encore beaucoup plus difficile pour percer le plafond de verre et pour se décoller de ce fameux plancher collant. Alors, vous avez dit, il y a l'exemplarité, le rôle des entreprises, mais finalement, qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre et quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre les entreprises d'engager plus de femmes, vous qui êtes une des cadres d'Actiris? À titre personnel, je pense qu'il faudrait qu'on examine la question des objectifs chiffrés. Les objectifs chiffrés, c'est un mécanisme correctif qui vise à assurer une représentation équilibrée des groupes les plus discriminés. C'était dans la déclaration de politique gouvernementale précédente. Je pense qu'elle ne s'y trouve pas vraiment actuellement, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi saisir. Il y a des mécanismes correctifs
Je suis d'accord avec Isabella, c'est un mal nécessaire pour normaliser une présence. Quand vous dites objectif chiffré, vous pensez au quota, en fait, c'est ça que vous dites. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ce que disait M. De Wolf, qui était important, c'est que l'enjeu principal, c'est véritablement un changement de mentalité. Quand vous pensez manager, fermez vos yeux, vous pensez à quoi? Vous pensez à un homme, quarantaine, cinquantaine, costard, cravate, blanc. Quand vous pensez à un secrétaire, vous voyez ce que vous imaginez quand on pense femme de ménage. Donc les représentations, elles ont la peau dure et c'est véritablement vers ça qu'il faut aussi aller. Je me tourne vers vous, Isabella Lenarduzzi, vous êtes entrepreneuse. Est-ce que le monde de l'entreprise, on cite souvent la finance comme un des plus machistes, là, les quotas de femmes ou la représentation des femmes est encore plus faible que dans d'autres domaines. Quels sont les arguments qu'on peut utiliser? Quelles sont les expériences pilotes ou les projets qui ont permis de les féminiser? Vous en avez vu, vous, dans votre carrière, certains qui ont bien fonctionné? Moi, c'est mon métier, en fait. Donc, je suis entrepreneuse sociale dans l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Donc, mon modèle économique, c'est d'accompagner les entreprises dans leur parcours de plus d'égalité entre les femmes et les hommes, plus de diversité, plus d'inclusion. Et donc, quelles sont les expériences qui ont fonctionné? Et pourquoi elles sont intéressées à faire ça? Parce qu'en fait, en général, les gens qui sont au pouvoir, qui sont là au top, où il y a, quand tout se passe bien, une femme au comité de direction, ils ne voient pas tellement pourquoi on devrait féminiser les effectifs et partager les postes de pouvoir. Parce que c'est ça, en fait, c'est partager les postes de pouvoir. On ne parle pas d'accès au marché du travail, ce qui est très différent avec tous les autres aspects de la diversité. Donc, c'est partager le pouvoir. Mais pourquoi c'est important? Toutes les recherches qu'on mène depuis des dizaines d'années dans le monde entier prouvent que plus il y a de diversité, et en particulier plus il y a de mixité femmes-hommes, et plus les organisations sont performantes. Performantes d'un point de vue financier, performantes d'un point de vue innovation, performantes dans les temps terribles qu'on est en train de traverser. Et donc là c'est le système de la carotte. Mais est-ce qu'on doit, je vais être direct, est-ce qu'on doit sanctionner des entreprises dont on constate qu'elles ne font pas la part belle suffisamment aux femmes dans leur haute fonction? Est-ce qu'on doit les sanctionner, par exemple, financièrement? Oui, non, qui veut répondre à ça? Fatima Zibou nous dit oui. Non, mais bien sûr, mais c'est ça. En fait, c'est ça la différence entre Fatima, c'est ça la différence entre les objectifs et les quotas. Les quotas, c'est quand on assume qu'il y ait des sanctions si on n'arrive pas aux objectifs. Et moi, évidemment, tout le prouve, c'est que si on n'a pas de sanctions, si les entreprises, les organisations, on s'en fout, quelque type d'organisation que ce soit, ne sont pas contrôlées par rapport à un objectif qui est clairement identifié, qui est identifié aussi dans le temps, si elles ne sont pas sanctionnées, elles n'y vont pas, évidemment, parce qu'en fait, c'est compliqué d'y aller. C'est pas un tour de magie. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre encore plus de pression financière sur les entreprises qui vont peut-être répondre que pour arriver à une égalité hommes-femmes dans leur personnel, elles devraient presque licencier du monde parce que pour l'instant, elles ont plus d'hommes? Est-ce que c'est un discours qui est audible, ça, pour le libéral que vous êtes? Le moment est mal choisi, évidemment. Avec le corona, je suis dans une commune où tout l'ORECA est presque en faillite, tout autour de Schumann, la place Jourdan. Enfin, ces gens sont massacrés. Des petites entreprises. Je suis d'accord. Donc, vous posez la question, etc. Bon. Donc, idéologiquement, le moment est difficile. Mais je suis d'accord de dire que, je l'ai dit et je le pense, il faut forcer le changement de mentalité. Et après, ça deviendra naturel. Et je pense que si on ne le fait pas, ça ne bougera pas, parce que le conservatisme, le symbolisme, les images qui viennent de très loin n'ont pas véritablement changé. Et je crois, moi, comme je l'ai dit au tout début du débat, que oui, il faut des quotas. L'idée, c'est que ça disparaisse après un certain temps, parce que ça deviendra naturel et automatique. Est-ce qu'il faut des sanctions ? Je commencerai par rendre ça obligatoire avec des contrôles, des délais, et la sanction doit être quand même le dernier remède. Il ne faut pas commencer par là, me semble-t-il. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les sanctions? Margot Derry qui est un peu en retard de parole, et puis brièvement Fatima. Mais ce qui serait intéressant peut-être, en fait, c'est aussi plaider pour de la transparence à ce niveau. Donc, par exemple, il y a une loi qui protège, qui empêche, par exemple, l'inégalité salariale. Donc, ça, c'est une loi qui existe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de chiffres. Les entreprises ne publient pas, en fait, les salaires. Et donc, on n'a pas ce contrôle est rendu assez difficile. Je pense que, par exemple, le fait de pouvoir avoir dans la fonction publique des organigrammes qui sont genrés, avec des barèmes qui sont clairs, de la transparence, finalement, ça pourrait peut-être être une piste pour essayer d'évaluer vraiment où sont les points faibles et pouvoir les pallier. Alors, il y a une deuxième petite chose que j'avais envie d'amener, c'est sur finalement, donc on parle un peu du poids du passé, de comment toute cette
ces visions parfois qui datent un peu, pèsent lourd. Et je crois que même dans le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, il y a des choses qui nous freinent. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, brièvement, s'il vous plaît, oui. parce que le débat avance, il nous reste 5 minutes. Aujourd'hui, dans la façon qu'on a, on voit toujours des choses très pyramidales, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des nouvelles entreprises qui font des modèles, par exemple, coopératifs, où là, tout est beaucoup plus horizontal et du coup, il y a beaucoup plus de diversité et de parité qui peuvent arriver. Ça, c'est une question qui est déjà intéressante. La deuxième, c'est sur aussi la relocalisation, parce que quand on relocalise l'économie, qu'on fait vivre les gens ici, ça veut dire que on peut contrôler tout ça, parce que mon t-shirt, s'il est fabriqué en Belgique, je peux savoir comment il a été fait. Je vous suis quand même, parce que je voudrais vous entendre tous les quatre sur une proposition qui n'est pas encore venue sur la table et qui existe à l'étranger. Savez-vous qu'au Japon, mais aussi en Indonésie, à Taïwan et en Zambie, il y a un congé menstruel. Les femmes qui ont des règles douloureuses ont droit à 2 jours de congé par mois ou 3 selon les pays. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? C'est une question qui vient polluer le débat. Je veux dire, on est en train de parler d'une juste place de la moitié de l'humanité dans le marché du travail, dans l'économie. Et là, on parle d'un congé menstruel. Une femme n'est pas égale à une autre femme. Il y a des femmes qui ont des douleurs, il y a d'autres femmes qui n'en ont pas, voire qui n'en ont presque pas. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Notre problème n'est pas la biologie qui est différente. Notre problème, c'est que dans la société encore aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas la même place que les hommes. C'est que les femmes sont la majorité des pauvres. C'est que les femmes n'ont pas accès au J'entends poste votre point de de vue pouvoir. et vous Je veux estimez dire, que c'est ça le truc. Mais est-ce que vous n'estimez pas que si on crée ce congé menstruel, eh bien, finalement, on va avoir des employeurs qui vont dire ah mais il n'existe pas en Belgique, si jamais il est accordé, il sera créé. Si je peux terminer ma question, madame, et puis après vous me direz. Je vais terminer ma question, puis vous me direz que vous n'êtes pas d'accord, même si vous l'avez déjà dit. Ce que moi je voudrais entendre, c'est est-ce que ce n'est pas quelque part faire un faux cadeau, parce que ça peut aider certaines femmes à finalement faire valoir leur droit à se soigner ou à aller mieux quand elles ne vont pas bien, et sans devoir prendre sur leurs autres congés, mais en même temps, ça va peut-être dissuader certains employeurs d'engager les femmes parce qu'ils se diront, si j'engage un homme, je devrais payer moins de congés. J'ai entendu votre avis là-dessus, madame Lénard. Vous avez cité Japon, Indonésie, ce sont les pires pour les femmes au travail. Donc voilà, c'est qui est vrai. Je voudrais la réponse des autres participants. Un congé menstruel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Madame Fatima Zibou, vous n'étiez pas d'accord? Il faut des mesures structurelles qui visent, par exemple, la diversification des procédures de recrutement, de sélection. Si on a 4 hommes dans le jury, le débat est déjà biaisé. La question des biais inconscients, on a tendance à engager celui qui nous ressemble. Donc il faut aller vers des mesures structurelles. Oui, bonne idée, mauvaise idée. Je pense qu'il y a des choses plus urgentes en fait. Et par exemple, si on veut agir vraiment sur le quotidien des femmes qui sont engagées et qui éprouvent des difficultés, je pense par exemple à tout ce qui est en lien avec le travail domestique, la répartition de la charge de la famille dans le couple, les genres de choses, aligner les congés de parentalité, faire en sorte que hommes et femmes puissent investir, ça me semble plus urgent. Brièvement, puis on passera au dernier tour de table. C'est pas majeur comme problème, me semble-t-il, dans notre débat. Ce qu'il faut, c'est éviter la stigmatisation. Et donc, il faudrait le faire, si on estime qu'il faut le faire, de manière douce, par exemple, le télétravail. Faire en sorte qu'on ne puisse pas montrer du doigt, tiens, celle-là est absente parce que ça, c'est pire que tout, alors, me semble-t-il. Ok, allez, il nous reste 2 minutes 30, un dernier tour de table et un jingle. Alors, on se le dit chaque semaine, ça passe vite, mais voilà, qui a encore, en quelques secondes, une proposition concrète, urgente, et qui lui plaît, et qui lui paraît vraiment nécessaire et urgente maintenant en matière d'égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail? Madame Lenarduzzi, à vous. On a commencé par la fonction publique. Je pense que c'est super important à Bruxelles et ailleurs. Donc, inspirons-nous de la loi qui existe en France, qui s'appelle la loi Sauvadet, qui impose, sous peine de sanctions financières, et la plupart des administrations, enfin pas la plupart, mais il y a des administrations qui payent en France parce qu'elles ne le respectent pas, c'est d'avoir 40% au moins de femmes dans les fonctions dirigeantes des administrations publiques et 40% dans tous les niveaux de promotion. Vincent De Wolf. Donc, le pouvoir public doit montrer l'exemple, parce qu'avant de prendre des règles qui s'appliquent au privé, Exactement. on balaye devant sa porte. 2, je reprends l'idée que j'ai appliquée et qui m'avait été suggérée sur Etterbeek et qui est un succès. Je serai ministre de l'Emploi aujourd'hui. J'offre des formations de coaching aux femmes pour qu'elles en aient, qu'elles aient pas peur, qu'elles foncent, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles osent se présenter et qu'ainsi on aide à changer la mentalité. Margot Deré, si vous devenez ministre.
Je rejoins la proposition des 40% et nous, elle a été portée au fédéral par la secrétaire d'État Sarah Schitz qui aimerait bien que ces quotas soient convertis vers du 40%. Mais donc, je vais donner une autre proposition dont on n'a pas du tout parlé. C'est la protection en fait, et la sécurité des femmes qui sont dans toutes les entreprises, dans les administrations publiques et qui aujourd'hui, à certains moments, sont victimes de plein de choses et qui, par exemple, n'ont pas toujours une personne de confiance auquel confier ces choses. Et il y a des secteurs qui sont en pénurie, je pense au secteur du numérique dans lequel j'ai été très active. Okay. Il y a beaucoup de violence là-bas et parfois on ne sait pas vraiment comment on peut protéger celles qui s'y engagent. Fatima Zibour, 40 secondes. Impérativement sortir de ce débat par l'opposition employeur-travailleur. Je pense que c'est véritablement ensemble qu'on arrivera à renforcer l'inclusion dans les entreprises publiques et privées, changer les procédures de sélection et alors travailler sur la question des objectifs chiffrés. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus, échanger sur cette question importante de l'égalité, ou plutôt de l'inégalité qu'on constate entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi et dans le milieu du travail. La semaine prochaine, d'autres invités, un autre thème et évidemment, encore une fois, beaucoup de questions.